combat des habitants de Soumaman, c'est en Madagascar. Depuis 6 mois, ils manifestent tous les jeudis contre un projet d'exploitation minière d'une société chinoise sur leur terre. Regardez. Ils étaient quelques centaines, peut-être un millier de Malgaches dans la rue, tous attachés à leur terre. Ils ne veulent pas que la mine d'or située à la sortie de leur ville soit exploitée par une entreprise chinoise et ils le font savoir depuis plusieurs mois maintenant. La situation ne s'apaise pas, bien au contraire. Les policiers malgaches les ont accueillis à coups de matraque et de gaz lacrymogène. Grâce à leur combat, la mine d'or chinoise ne fonctionne pas encore. L'entreprise a pourtant bien obtenu du gouvernement une autorisation d'exploitation pendant 40 ans. Mais aujourd'hui, les tractopelles filmés ici au loin sont à l'arrêt. Les Chinois n'ont pas assez dialogué avec la population, reconnaît le Premier ministre malgache. Les opposants ont peur pour leur environnement, avec un risque important de pollution de l'air et de l'eau. Peur aussi de perdre leurs terres, car l'entreprise chinoise a acheté des terrains. Tous les propriétaires ont été convoqués. Il y a des gens qui n'ont pas signé de contrat avec les Chinois, mais nous si. Alors certains de nos compatriotes nous en veulent. Ils nous accusent de vendre le pays. Le pouvoir malgache vante le besoin d'investisseurs pour exploiter les richesses de l'île. Il accuse l'opposition d'instrumentaliser les populations. Et ces populations se demandent juste si les richesses supposées de leur pays vont enfin leur revenir. C'est toute la question. Mamra Koutoundrenibé, votre collectif, le TAN, soutient le combat de ces villageois. Mais c'est un combat difficile, un combat contre les autorités qui ont donné le permis d'exploiter à cette société chinoise. Exactement. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, mais dans le cas de Soumaman, la mobilisation et la détermination des paysans est très forte et des villageois. Et c'est pourquoi nous renforçons et nous appelons le monde entier à les soutenir. Et des premiers signes dans ce sens arrivent. Par rapport à leurs manifestations tous les jeudis. Donc la semaine dernière, il y a eu une réunion du COMESA à Madagascar. Ils ont sorti les chars et les blindés, les gens au pouvoir. Et donc les villageois de Soumaman se sont réunis dans un endroit où ils ont fait quand même une conférence de presse. Et aujourd'hui, ce jeudi, ils ont manifesté sur la place du marché du village où les forces de l'ordre ont essayé de les arrêter, mais finalement, les ont laissés passer. Et un des avocats, puisqu'il y a 2 avocats dont l'un a été engagé par nous-mêmes, un des avocats est venu dire que les gens emprisonnés de Soumaman n'ont commis aucun crime et pourtant, leur dossier est toujours maintenu par le ministère et n'est pas passé à la justice. Donc voilà les dernières nouvelles. Il y a 5 personnes qui ont été arrêtées. 5 personnes actuellement, 2 arrêtées le 22 septembre et 3 autres arrêtées la semaine suivante, le 29. Comment expliquez-vous qu'à Madagascar, mais c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres pays, les autorités acceptent de céder les terres des petits producteurs, souvent sans contrepartie, pour ces petits exploitants? Comment l'expliquez-vous ça? Alors l'explication qu'on a recherché, parce que c'est difficile de comprendre, et que nos dirigeants cherchent à tout prix des investissements et des investisseurs. Et en fait, c'est eux, dirigeants malgaches, qui font appel à l'extérieur aux investisseurs. Le dernier président, celui qui est en place actuellement, il a été élu vers le mois de décembre vers le mois de décembre. Le mois de mars suivant, il est venu en France dire qu'il y a eu 18 millions d'hectares de terres disponibles à Madagascar que les investisseurs peuvent prendre. Puis il a répété la même chose un mois plus tard en Afrique du Sud, puis au mois de juillet en Israël et tout récemment en Turquie. Donc il y a déjà ce positionnement bizarre des dirigeants. L'autre aspect qui explique aussi les difficultés qui font que Madagascar fait partie des pays en tête de ceux qui cèdent le plus de terrain en Afrique, ce sont les lois. Les lois malgaches, en fait, sont héritées de la colonisation et n'ont pas changé. Ils ne reconnaissent comme légaux que les propriétaires qui possèdent des titres fonciers très difficiles à obtenir pour les paysans. Juste quelque chose qui n'est peut-être pas une spécificité malgache, mais je voulais quand même en parler. Très souvent, quand on parle des accaparements de terres, on parle des étrangers. Mais en fait, il y a beaucoup de nationaux riches, très souvent ceux qui ont un certain pouvoir d'une manière ou d'une autre, qui accaparent les terres. Mais très souvent aussi, ce sont des nationaux qui servent de prête-nom aux sociétés étrangères. Donc, c'est très difficile de les identifier.
Le deuxième point que je voulais dire, c'est qu'actuellement, il y a une nouvelle tendance qui se propage beaucoup à Madagascar, c'est l'agriculture contractuelle. On demande aux paysans de contracter directement avec les investisseurs, alors qu'il y a un déséquilibre et une asymétrie grave au niveau de beaucoup de choses en particulier. C'est David contre Goliath. Hein. Exactement. On peut leur imposer ce que l'on veut. Exactement. Et cela fait partie aussi pour nous des accaparements de terres, puisque cela fait perdre le contrôle des terres et de toute la production et de l'économie aux paysans. Mme Rakoutoun Drenibé, votre collectif est né à la fin de l'année 2008 en réaction au fait que Daewoo Logistics veuille justement s'accaparer des terres à Madagascar. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein de votre collectif, il y a un combat aussi pour la reconnaissance de l'écocide, du crime environnemental, justement, et pour que cet accaparement des terres soit reconnu au niveau de la justice internationale? Oui. Nous travaillons beaucoup dans ce sens et nous sommes ravis des résultats dont parlera sûrement notre collègue. Mais à Madagascar, je voudrais juste revenir sur Daewoo Logistics. En fait, ce projet a été suspendu et non pas annulé. Et en 2013, un journaliste anglais qui se trouvait du côté de Séoul a publié un papier qu'il nous a passé avant de le publier disant que à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, au ministère des Affaires étrangères et du commerce sud-coréen existe une division Madagascar. Et cette division Madagascar, quand il s'en est rapproché, lui a expliqué que c'était pour retrouver et remettre l'ancien projet. Et une des méthodes expliquées à ce moment-là par un de ses responsables était que la méthode trouvée par le gouvernement de Corée du Sud était d'ouvrir une ambassade officielle à Madagascar, et c'est en cours de mise en place. Donc vous êtes particulièrement vigilant. Exactement. Pour les générations futures, oui. Exactement. Et en particulier, nous avons un cas très concret dans le nord-ouest de Madagascar sur un projet minier d'exploitation de terres rares, sur lequel nous travaillons depuis plus d'1 an maintenant, et la lutte n'est pas terminée, mais très forte. La lutte n'est pas terminée, on l'a entendu. Merci Mme Rakoutoun Drenibé d'avoir été avec nous. Merci.